Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Nous sommes lundi 18 juillet 2022. Bienvenue. On commence cette émission avec ces grands retards. Vous avez compris. Ceux qui doivent animer cette émission avant nous, ils prennent tout le temps d'aller à l'antenne. Il y a la publicité. Et on est obligé de faire avec une complicité de la régie et tous les autres. Vous êtes des premiers, excusez-nous de vous le dire en direct, c'est pas professionnel, des premiers à nous appeler pour nous dire de respecter le temps. Mais comprenez que nous, même sur ce plateau, on est mal à l'aise d'en parler. J'espère que le message est très bien passé et que désormais les gens vont pouvoir s'exécuter. L'actualité ce matin, c'est ce coup d'envoi de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022. On parle des 918 620 candidats. Taux de participation en termes de filles de 42%. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, fait le déplacement dans le cadre de l'itinérance, la 8e et la dernière étape, dans les Grands Katanga. Il a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire au niveau du Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Fin de la mission diplomatique du MINETA, ministre Guissaro, ministre d'État aux Travaux publics et Infrastructures. Il était dépêché par Kinshasa pour s'entretenir avec le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. On parle de solutions bipartites. Yoweri Museveni qui demandait à Kinshasa de pouvoir dépêcher une délégation pour des solutions. Quelle est cette solution que Kampala avait apportée au-delà de tous ces forums, de toutes ces réunions au niveau des États de l'Afrique de l'Est, de la République démocratique du Congo, Guissaro, qui est revenu et a fait rapport au président de la République tout le week-end, intangibilité des frontières, mais aussi le respect dans l'exploitation des ressources naturelles, en reconnaissant donc la souveraineté de la République démocratique du Congo. La question de l'Est, elle s'était faite inviter au stade des martyrs. C'était hier, le dimanche. Mot d'ordre très respecté de la MINETA au portefeuille, Adel Kainda, qui, à travers une journée, une matinée d'intercession pour les forces armées de la République démocratique du Congo, les confessions religieuses, tendances confondues, étaient là dans ce culte écuménique. Merci à vous, madame, messieurs. Serge Nseka, pour parler de tous ces thèmes. Bonjour, Serge. Bonjour et merci de l'invitation. Et bonjour à Kaninda qui est là et puis à tous ceux qui vont suivre cette émission. Merci. Djenit Kaninda, déjà annoncé par Serge Nseka. Bonjour, Djenit. Bonjour, Serge. Bonjour les Serges. Bonjour à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Allez, il y a des grands thèmes qu'on va débattre tout à l'heure. Ahmed Entre-DG, il y a des sujets qui soulèvent de vagues de réactions, des internautes, tout comme de la société. C'est des images, d'abord, c'est numéro 1 de la police qui s'agenouille devant les éléments, devant les jeunes surchauffés à Tchangou, ça c'est de 1 et de 2. Ces incidents, à l'entrée de cet espace à Pachfat, vous avez vu comment les montards ont pris et ont brûlé le véhicule de cette pauvre dame à l'entrée même de cet espace. Vous commentez soit un thème et vous laissez les deuxièmes à votre co-débatteur. Oui, je vais commenter un thème, mais avec ta permission, Serge, je voudrais dire un petit mot. Un petit mot déjà, en passant, j'ai souhaité bon anniversaire à mon papa, qui a fêté ses 75 ans hier. Notre papa, nous tous. Notre papa, alors bon vent et puis toutes les bonnes choses. Il y a une polémique qui s'installe autour de l'exploitation de lithium maintenant dans l'ex-Grand Katanga. Il y a notre confrère Maïs qui est monté au créneau pour dire que les choses ne se sont pas bien faites. Il y a l'État congolais est perdant dans ces deals. Mais d'autre part, on retrouve des Congolais qui ont obtenu l'opportunité de lever des fonds dans des institutions financières sérieuses et qui voudraient vraiment faire des lithium. C'est ce boom économique que tout le monde attend, qu'on fabrique des batteries, que le monde entier puisse enfin regarder vers le Congo, que nous puissions avoir des arguments, même qui pourront se transformer en arguments politiques en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, on nous parle d'un investissement costaud, donc avec AVZ qui est en train vraiment de se casser en 1000 morceaux pour mettre des infrastructures, les entreprises, créer des cités pour permettre et aux cadres et aux techniciens de travailler dans les meilleures conditions. Mais le problème, c'est pour Le problème est que il y a la polémique.
une opinion, une société civile pense que l'État a pratiquement 30% de parts et que les investisseurs en ont beaucoup. Mais jusque-là, on ne sait pas encore quantifier exactement. Alors, pénétrer les dossiers et revenir prochainement. Je suis en train, là j'ai posé les problèmes. On y reviendra peut-être dans Jeudi Économie pour en parler. Ah, voilà. Et puis, mais en ce qui concerne les images, les images que nous avons vues à Kingabois, je dis, mon Dieu, nous sommes en train de partir pour la gloire. Ce n'est pas la jungle Kinshasa. Même si Kaninda m'a titillé tout à l'heure en parlant des Quinois. Mais j'ai dit, un secteur ne peut pas être laissé à la merci de n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous lever parce que vous avez roulé en vélo à je sais où, je ne vais pas citer pour ne pas blesser certaines susceptibilités, et prendre la moto sans connaître le code élémentaire de la route pour vous permettre de rouler. L'image dont tu fais allusion, mon cher Serge, on voit que c'est le motard qui a cogné la voiture de la dame. Justement, oui. Et de quel droit les motocyclistes peuvent se transformer en juge pour condamner et appliquer la sentence, mais dans une vitesse exponentielle. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Et là, moi, j'interpelle les associations d'encadrement, ANIPC, PC, je crois, avec le président Zico et toutes les autres associations, de n'être pas des associations de bureaux seulement, d'être sur le terrain, qu'ils encadrent leurs adhérents, leurs sociétaires. Quelle est la responsabilité mais aussi le pouvoir public, la province de Kinshasa, qui a le rôle de régenter, d'organiser les transports. La ville de Kinshasa, à un certain moment, a signé un protocole d'accord, notamment avec la SECO et les associations de motocyclistes. Il y a un cadre de concertation qui n'a jamais, à mon avis, été actionné dans le sens d'amener ces gens à un certain civisme, à un certain degré de civisme. Les responsables, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que mauvais chefs. C'est-à-dire, si nous assistons à tout ça, c'est parce qu'à un certain moment, au niveau de la tête, au niveau des responsabilités, au niveau de la ville de Kinshasa, du gouvernement provincial, le travail ne se fait pas. On est trop dans la politique et on n'est pas dans le développement, on n'est pas dans l'organisation de la société, on n'est pas dans la sécurité, raison pour laquelle il y a les Koulouna qui dictent leurs lois, les Wewa qui dictent leurs lois, et demain, je ne sais pas, ça sera qui. Mais je crains fort. Excusez, je ne me vante pas parce que j'ai les sangs des Ngwaka, j'ai les sangs des Équatoriens. Vous faites ça à ma voiture, mais je cherche l'un d'entre vous, j'en finis avec... Ah non, nous sommes à la télé. Écoutez, non, c'est-à-dire l'État est défaillant. Moi, je peux t'égorger comme ça parce que... Mais c'est ça ce que... Est-ce que vous savez ce que c'est chercher des moyens pendant autant d'années et se procurer une voiture? Une voiture qui est de surcroît un moyen de travail pour un journaliste, voilà. Autant que le micro, autant que la caméra. Très bien, merci à vous. Donc, de toutes les façons, en définitive, il faudrait que l'hôtel de ville... Le pouvoir public doit s'assumer, en l'occurrence, le gouvernement provincial, les députés doivent mettre la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement puisse faire son travail. Ça ne doit pas être un copinage où les gens s'arrangent pour qu'on soit là, qu'on reste là, ad vitam aeternam. Ça ne se passe pas, ça ne doit pas se passer comme ça. On voudrait que les gens meurent. À quelle hauteur pour qu'enfin on puisse... Pardon Serge, une minute. Le chef, on a longtemps décrié le phénomène station un peu partout. Oui. Il a fallu que le chef de l'État en parle dans le Conseil des ministres pour que ça devienne enfin un sujet des sociétés. Très bien. Jenny Kaninda, vous prenez la police, hein, ces gestes un peu extraordinaires, ça ne vient pas chaque jour. Un officier de la police qui s'agenouille devant les militants, je ne dirais pas les militants, ses compatriotes surchauffés à la Tchangou, mais ça a quand même contribué à l'apaisement, hein, même s'il y a des commentaires qui fusent de partout, à tort, pour ou contre. Quel est votre avis? Mais le sujet de Wewa, il m'intéresse aussi. Soit vous choisissez un. Bon, j'ai choisi celui-là parce que il m'intéresse au plus haut point. Voilà. Non, cher Serge, moi, je pense que nous devons voir la question sur le plan un peu plus global pour arriver à résoudre le point parce qu'il est sociétal. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec les taximens qu'on appelle 207. Ouais. Ça a commencé là. Vous avez vu comment ces taximens-là se comportaient sur la route, comment ils ont dérangé la circulation, comment ils ont cogné les voitures de particuliers impunément, parce qu'il y avait un grand responsable de la ville qui était détenteur de ces 207. Ça a commencé là-bas. On n'a rien fait.
Il y en a qui sont partis de 207 vers l'esprit de vie. Vers l'esprit de vie. Mais regardez ce qui est devenu l'esprit de vie. Et même ceux qui ont été pris dans la société nationale Transco, regardez comment ils se comportent. Et maintenant, ceux qui ont pensé que bon, ils ont eu un peu d'argent, ils ne peuvent pas continuer à travailler pour les gens, ils peuvent se trouver leur propre moyen. Ils ont acheté une moto. C'est de là que ça a commencé. Donc si nous voulons résoudre le problème, moi je crois qu'il faut travailler. D'ailleurs, le ministre des Transports de la ville-province de Kinshasa, je ne le connais même pas, je n'ai pas envie de le connaître, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, et comme ça je le connaîtrai. Il s'appelle soi-disant Mbutamoutou. Non, Charles Mbutamoutou, c'est le seul que je connais. Charles Mbutamoutou, je ne le connais pas de vue. C'est Mbokoso. Charles Mbutamoutou, je ne le connais pas de vue, mais j'entends parler de lui, il travaille. À l'Assemblée provinciale. L'autre là, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est le secrétaire général du parti de Ngobila. Voilà qu'on cherche son nom sur le plateau. Non, il doit travailler en profondeur avec ses amis-là, parce que ils aident la population dans les transports. Déjà que nous avons un problème de transport de masse, alors du coup, ils arrivent à résoudre un problème de société. Mais pendant qu'ils résolvent le problème de société, ils en créent un autre, un problème de discipline. Le problème de discipline peut se résoudre comment? C'est le ministre des Transports. Parce qu'il sait que quand vous venez acheter une moto, on doit savoir qui va conduire cette moto. C'est facile. On doit savoir, la personne qui conduit la moto, est-ce que c'est une personne qui a reçu une formation requise pour utiliser la chaussée? C'est des questions comme ça que lui peut traiter et résoudre, mais en profondeur, la solution définitive, à mon sens. Okay. Nous devons aujourd'hui, puisque nous avons un problème général, global, on pense que si on utilise la moto, on peut bien survivre. Donc, tout le monde aujourd'hui peut être tenté à faire cette activité-là. Moi, je propose que le cours, qu'on puisse introduire dans notre système éducatif, le cours de code de la route, à l'école primaire, aux humanités, que tous les Congolais apprennent comment utiliser la chaussée. Merci. Comment est-ce que vous avez la voiture de la pauvre dame qui vient, qui a déjà certainement signalé l'intention de prendre la gauche, mais celui qui vient de l'autre côté ne sait pas lire les signes de la route. Ça, c'est un problème de société. Il faut que notre système éducatif prenne en charge le code de la route, parce que, et nous qui avons des voitures, excusez-moi, et ceux qui ont des motos, et ceux qui font les pieds, tous nous utilisons la route. Nous devons tous apprendre comment utiliser la route. C'est la solution définitive pour moi. En attendant, qui va payer la Jeep de la pauvre dame? La SONAS, malheureusement. Non, le monsieur là, qui avait cogné la Jeep, n'est pas mort, heureusement pour lui. Donc on va les prendre en charge. Après lui, il va maintenant identifier ses collègues, ses confrères qui ont brûlé le véhicule. Malheureusement, c'est la SONAS, je pense à notre... S'il n'y a pas eu l'assurance... Non, mais s'il n'a pas eu l'assurance en ce moment-là, s'il n'a pas eu l'assurance en ce moment-là, elle perd doublement. Parce que si elle était assurée chez mon grand... Lucien Ekofo, bon, qui fait correctement son boulot aujourd'hui. Mais c'est pas parce que vous avez une police d'assurance automobile. C'est ça l'avantage, au fait. C'est ça l'avantage de pouvoir assurer son véhicule de sorte que quand il y a un cas comme ça, vous pouvez retrouver votre voiture. Écoutez, j'en sais un peu en ce qui concerne les polices d'assurance. Il ne suffit pas d'avoir il y a l'assurance, la police, responsabilité civile. Ouais. Il y a la police, tout risque. Mais si vous n'avez pas le tout risque, l'assurance ne va pas vous retenir. Mais moi, je n'ai pas de tout risque. Mais si vous êtes capable d'assurer votre véhicule avec la police tout risque. Vous savez combien ça coûte? Non, mais ça c'est vous et moi. Ça c'est vous et moi. Ça c'est vous et moi. Je pense qu'on voudrait occulter le vrai débat. Le débat est que cette dame-là, en sortant de chez elle, n'avait pas l'intention d'aller cogner quelqu'un. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'on brûlerait sa voiture. On ne peut pas renvoyer le problème à la SONAS parce qu'il y a des inciviques qui se permettent aujourd'hui, à la place de l'appareil judiciaire, de rendre leur verdict et de les appliquer de la manière que nous connaissons. C'est injuste. À quoi servent les associations d'encadrement? Il y en a 5 ou 6 de Wewa. Moi, j'interpelle ces associations. J'interpelle le responsable de ces secteurs au niveau de la ville, même pas au niveau national, au niveau de la ville déjà. Ils ne font pas leur travail, raison pour laquelle nous allons compter de nombreux désastres dans ces sens-là. Mais vous voyez les désastres. C'est que moi je vous dis, les gens murmurent déjà sur ça, ils disent que mais un jour, parce qu'on voit que l'État est défaillant. Et il ne faut pas qu'on en arrive là.
Malheureusement. Allez, Jean-Marc Kabound, il semble qu'il va parler enfin aujourd'hui, Jenny Kanida. On ne sait pas ce qu'il va dire, hein. Près d'une année, depuis son départ à la tête du parti présidentiel, l'UDPS. Jean-Marc Kabound, s'il peut faire rapidement la chronologie de tout ce qu'il a connu comme succession de faits. Sa déchéance était, je crois, au mois de mai 2020. Au mois de juin de la même année, sa requête a été rejetée par la Cour constitutionnelle. En janvier 2022, la commission de discipline avait pris la sentence la plus ultime, c'est son exclusion définitive du parti. Il va parler aujourd'hui, je crois bien, sauf changement des dernières minutes. Que va-t-il dire? Voilà, Jean-Marc Kabound aujourd'hui, c'est un acteur majeur de la scène politique congolaise. Et il a quitté le bateau précocement. Pour des raisons que nous connaissons encore l'épilogue, mais maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que c'est un acteur majeur, il va certainement vouloir se positionner par rapport à la gestion du pays. Il va dire que le pays souffre d'un leadership, il va le dire certainement. Il va dire que nous avons un problème de vision. Il va dire que nous avons combattu aux côtés du Sphinx pour des raisons d'état de droit, des raisons de problèmes de la société. C'est le discours qu'il va développer parce que c'est un fils maison, tu sais ce qu'il dit. Donc c'est le discours qu'il va développer. Il va développer un discours progressiste. Il va appeler les gens à se rassembler autour de lui pour amener une nouvelle dynamique qui peut changer le pays. Ce sera ça son discours. Mais malheureusement pour lui, il faut compter aujourd'hui que le président de la République, c'est lui qui incarne les aspirations des Congolais aujourd'hui, et c'est lui qui a la maîtrise de ce qu'il faut pour sortir le pays de là où il est. Parce que Jean-Marc Kabound a trouvé Félix Tshisekedi dans l'UDPS. Tshisekedi est né dans l'UDPS, il a grandi dans... Enfin, pas né dans l'UDPS, mais il a grandi dans l'UDPS. Oui. Il a vu naître l'UDPS. Il a l'âme de l'UDPS. Il connaît ce que voulaient les géniteurs de l'UDPS. Donc il a ça. L'avantage de Félix Tshisekedi encore aujourd'hui, c'est que il a vu, tout en étant à la manœuvre, à la gestion du pays, il a découvert des choses qu'il ne connaissait pas quand il était dans l'opposition. C'est vrai que Jean-Marc Kabound connaît certains secrets aujourd'hui, mais il ne connaît pas tous les secrets de gestion du pays. Il a les kilos, ou soit c'est un homme rassembleur pour ceux qui l'ont côtoyé, mais vous, comme journaliste, quand vous parlez avec certains de ses proches, à l'époque, quand il était encore à l'UDPS, vous pensez qu'aujourd'hui, il peut faire une grande fronde contre l'UDPS, comme on a vu Kamere avec le PPRD, ou soit comme on a vu Moïse Katumbi avec Joseph Kabila? Non, il doit certainement changer sa façon de travailler parce que ça pourra... Est-ce qu'il est capable de le faire? Répondez d'abord à ma question. Je suis en train de répondre. C'est un homme du genre qui peut mobiliser... Je suis en train de répondre. Et créer une fronde. Je suis en train de répondre. Oui. Jean-Marc Kabound doit avoir travaillé son soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelqu'un qui aime trop s'imposer. C'est quelqu'un qui aime trop faire parler de lui. C'est quelqu'un qui tient difficilement compte des autres. Vous avez vu sa gestion de l'UDPS pendant le laps de temps qu'il a géré. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas su fédérer. C'est pas quelqu'un du genre à fédérer autour de lui. Ouais. Donc c'est ce qu'il doit travailler. Si vraiment il veut faire un homme d'état demain, faire face à Félix Tshisekedi qui lui incarne cette capacité-là de fédérer, d'amener les gens, même quand il était président de l'UDPS. Vous vous souvenez, c'est lui qui avait ramené le Wankenda, il avait ramené des Chamani. Donc, Félix Tshisekedi, c'est ça au moins son avantage, il sait fédérer, alors que Jean-Marc Kabound, c'est pas un fédérateur. Donc, c'est ce qu'il doit travailler pour pouvoir faire face à l'UDPS. Il s'installe juste en diagonale de l'UDPS. C'est pour des raisons évidentes. Il voudrait vraiment faire un contrepoids, peser sur la balance face à l'UDPS, mais je sais que l'UDPS, c'est une machine politique, donc c'est vraiment difficile de pouvoir faire face à l'UDPS et de l'écraser. Très bien, je vais revenir à vous sur d'autres aspects, d'autres pans de cette analyse sur la sortie médiatique. Aujourd'hui, ça sera peut-être l'équipe toute double, il doit se prononcer. Soit il n'attaque pas, soit il fait le profil bas.
il semble qu'il draine beaucoup de cadavres dans ses placards et qu'il ne faudrait pas trop titiller un peu les pouvoirs. Hein. Mais je pense qu'on ne doit pas opposer Kaboun à Kabila, pardon, à Tshisekedi, excusez-moi, c'est très tôt. C'est très tôt. Kaboun, n'oubliez pas que c'est l'homme du parti. C'est lui qui a lancé l'ultimatum à Félix Tshisekedi de se retirer des Genval. Genève, vous voulez dire. Genève, autant pour moi. C'est lui qui a dit, la base a demandé, Jenny, tu peux respecter, mais la base, on a tous suivi l'actualité de l'époque, quoi. C'est lui, au nom de la base, qui a demandé au président Tshisekedi, à l'époque membre avec tous les autres, de se retirer. Kaboun a pris tellement de prestance au sein de ce parti, et qu'au jour d'aujourd'hui, essayer de minimiser, il a beaucoup de faiblesses, comme personne, même comme cadre, parce que il y a eu l'étape de l'opposition, maintenant c'est l'étape du pouvoir. C'est ce qui est en train pratiquement de causer des difficultés au parti cher au Sphinx, c'est que s'adapter à l'UDPS. Mais la chance avec des Kaboun sera quoi? Aujourd'hui, de s'affirmer comme un leader à part entière. De se démarquer de la gestion par rapport à ceux-là qui, au sein du parti, l'ont causé de quoi en jambes, quoi. Donc, je crois qu'il va se positionner par rapport à ça. Mais aussi, il va récupérer tous les insatisfaits, tous les malheureux de l'UDP, tous ceux-là qui, depuis 40 ans, attendent les changements. Même dans leur vie, en prenant les pouvoirs, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et Dieu sait, ils sont en nombre de combien. Kaboun, il ne faut pas le minimiser. Kaboun va disperser les voix, si jamais l'année prochaine on a des élections, de l'UDPS. Les voix pourront être, le rapport peut être à 50-50 ou à 40-60 pour l'UDPS. C'est vrai, hein? Donc, c'est quelqu'un qui a porté les partis à un certain moment. C'est quelqu'un qui a eu un discours que tout le monde a écouté. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a fait des rois. Avant sa disgrâce, Kaboun a fait des rois. N'oubliez pas, le plus grand opposant du maréchal Mobutu fut qui? Etienne Tshisekedi, un cofondateur du MPR, membre de l'Institut Makanda Kabobi, jusqu'à la fin. Donc, venir minimiser ici, je pense, c'est bien. Comme communication politique, comme marketing politique, mais dans le concret. On n'a pas besoin d'être savant, d'avoir des doctorats pour drainer des marches. Est-ce que vous voyez Kaboun, avec ce courage, comme vous le pensez, d'affronter Félix comme ça? Un discours du genre, il a échoué, un discours du genre, il ne faut pas un deuxième mandat pour lui, tout ce qu'on faisait, en tout cas, c'est un rendez-vous manqué. Kaboun a les kilos. Mais qui sont autour de lui? On a vu Vital partir du PPRD, il était allé avec Iwanga, Claudel Loubaya et tous les grands cadres. On a vu Katoumi partir avec, je ne sais pas moi, Bolengue Tengue et tous les autres. Mais Kaboun est parti seul. Même son jeune frère ami, son jeune frère à qui il a fait de lui ministre, Patrick Iya, la RST, avec lui de place. Mais attention, il ne s'agit pas ici, comme je l'ai dit, d'aller vite en besogne, de penser que demain, Kaboun sera le challenger de Tshisekedi. Je ne pense pas, je n'arrive pas à ce niveau de réflexion, mais je dis tout simplement Kaboun est capable de compliquer l'UDPS. Comment faire pour compliquer l'électorat de l'UDPS, de les diviser? Il en est capable. Kaboun aujourd'hui est en train de capter toute l'amertume, tous les dessus de l'UDPS. Mais Fils Moukoko dernièrement s'est fait soigner par qui? Donc, il y a des gens à la Fils Moukoko aujourd'hui qui voudraient voir autre chose au sein du parti, c'est cette nouvelle chose qui n'arrive pas. Kaboun n'a qu'à venir avec son discours, hein, pour rallier toutes ces mauvaises volontés, entre guillemets, par rapport à l'UDPS, une bonne volonté par rapport à lui, pour dire que nous allons créer un courant qui sera sur la lignée, ça va s'aligner sur la pensée de Tshisekedi, mais nous allons changer des choses. Nous allons prendre, surtout qu'on l'annonçait déjà comme potentiel candidat au sein de l'UDPS. Après, Tshisekedi, ça devait être Kaboun. Certaines langues l'ont dit. Alors, lui, a des arguments aujourd'hui. Et puis, financièrement, il n'est pas aussi faible que ça. Donc, le temps de distribuer quelque chose, le temps d'avancer avec un discours comme il sait le faire, il peut compliquer, il peut sérieusement compliquer l'UDPS. Il faudra dire qu'il a pris toute une année pour se refaire le mental, en dehors de son problème de santé. Est-ce qu'il a eu le temps de consulter? Pour consulter, j'ai dit oui, parce que certains de mes frères de l'Équateur ont été invités ici pour les rencontrer, dont j'étais le nom, j'ai même les photos.
Je vous dis la vérité. Certains de mes frères de l'Équateur, Norou Bangui, Chidou Bangui, étaient à Kinshasa. Ils m'ont dit, ils étaient chez moi à la maison il y a 2 mois. Kaboun les avait invités. Donc je crois qu'il a aussi fait pareil pour les autres provinces. Donc il a suffisamment eu le temps de mûrir sa pensée. Et maintenant, c'est le kit ou double. Non, Serge, je voudrais dire à mon ami Seka, je ne sais pas si ceux qui nous suivent m'ont entendu minimiser Kabound. Je n'ai pas minimisé Kabound. Non, toi, je ne parle pas de toi. Ah, okay, non, pas toi, c'est une réflexion libre, une réflexion simple. D'accord. Non, cher Serge, il est difficile aujourd'hui de pouvoir dire que Kabound n'est pas pouvoir s'attaquer au pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est un peu comme ce qu'on voyait dans Wenge. Pour que vous puissiez faire parler de vous, quand vous quittez Maison Mère, vous devez vous attaquer à Ouira. Et comme ça, les gens vont se dire, voilà, ils vont vous donner. Quand vous quittez l'autre, là, c'est BCBG. Donc il faut s'attaquer à la tête. C'est comme ça que ça se passe. Kabound ne fera pas autrement si vraiment il veut vraiment se frayer un chemin. Il va certainement s'attaquer au président de la République. Mais est-ce il va s'attaquer à l'UDP. Est-ce qu'il y a des éléments attendez, il y a des éléments dans la gouvernance actuelle qui ont été mal gérés, qui peuvent jouer en faveur du discours de Kabound. Selon vous, il y en a? Oui, il y en a certainement, mais que lui sera mal placé pour pouvoir en parler et développer. Il sera mal placé. Parce que lorsque Serge... pour beaucoup aussi. Oui, il a été pour beaucoup. Donc lorsque Serge dit que voilà, il est capable de bouleverser ou de chambouler l'électorat de l'UDPS, moi je dis non. Parce que Kabound n'est pas la première personnalité à quitter l'UDPS. Souvenez-vous des gens comme de Valentin Moubake. Souvenez-vous des gens comme de Bruno Mavungu. Souvenez-vous des gens comme de Bruno Tshibala, qui, premier ministre à l'époque, a aussi pris des gens à l'UDPS. Mais l'UDPS est resté intact et l'UDPS est arrivé au pouvoir sans ces gens-là qui venaient de quitter de Sami Badibanga. Donc, aujourd'hui, penser que Kabound va vraiment bouleverser l'UDPS, c'est se tromper. L'UDPS aujourd'hui, c'est, lorsqu'on dit que c'est un véritable parti de masse, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en l'UDPS parce que c'est comme une religion, cher Serge. C'est comme une religion. Donc, de ce fait-là, moi, je ne pense pas qu'il pourra récupérer ceux qui sont dessus. Non, il va récupérer les gens qui n'ont pas de position fixe. Mais ils savent, ils connaissent l'homme. Ils étaient avec lui. Ils savaient comment il les traitait. Est-ce que l'homme a changé? Donc, il faut d'abord qu'il fasse preuve d'un changement de comportement, de l'agir. Pendant même 1 année, 2 ans, ils vont voir que chez lui, là-bas, ça marche. Et en ce moment-là, les gens pourront peut-être commencer à quitter le bateau UDPS pour aller vers, comment il appelle encore, décision finale. Je ne sais pas s'il va annoncer un autre nom de son parti ou ça sera décision finale. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas considérer. Moi, je ne pense pas que Jean-Marc Kabound, c'est vrai, il y aura des gens. Kinshasa, c'est quand même plus de 14 millions d'habitants. Là, avoir 1 million, c'est pas impossible. Remplir le stade de Martyrs, c'est pas impossible pour Jean-Marc Kabound, parce qu'il en a aussi les moyens. Mais Adel Kaïnd a la fait, il a rempli le stade. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais le problème ici, c'est qu'il est fondamental arriver à trouver des militants qui croient en vous, qui ne vont pas suivre ce que vous allez donner, mais qui s'inscrivent dans la durée de pouvoir vous suivre comme vos disciples. Je crois que ça, c'est un chemin à faire. Je crains fort qu'à l'issue de sa sortie médiatique, sauf changement des dernières minutes aujourd'hui, que l'on assiste à ce dont la politique congolaise nous a habitués. Vital Kamerhe qui quitte les PPRD, on voit c'est pour un petit problème, c'est Wivine Moleka, ma belle-mère, qui l'attaque en justice pour un petit problème, je ne sais pas moi, des véhicules ou quoi. Moïse Katumbi qui quitte les PPRD, c'est la justice qui l'attaque. Jusque-là, Kabound n'avait aucun problème en justice. J'espère que aussitôt il va s'adresser, aussitôt il va prendre maintenant une position, aussitôt il va attaquer ou pas, qu'on commence par dire, voilà, ça passait de Kigabwa là, c'était un bien de l'État. Oh non, il a pris les minéraux dans le loi là-bas. Je crains fort que ça soit... on se connaît bien dans ce pays. Qui serait Zambien. Ça peut arriver. Oui, oui. Mais moi, je crois que l'échiquier politique... Vous le voyez du côté Katumbi? Il peut rallier Katumbi? Laissez-moi avancer, Serge. L'échiquier politique est différent de l'échiquier religieux. Hein. On ne peut pas prendre de militants comme des adeptes d'une église.
mais excusez-moi, je ne vais pas manquer du respect à l'UDPS, mais les Palos aujourd'hui, qu'est-ce qui devient? Ah oui. C'était aussi toute une religion qui ne disait pas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser que parce qu'il y a des militants, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le social, c'est le point culminant. Aujourd'hui, l'UDPS nous a montré qu'à un certain moment, le travail n'avait pas été fait du fait de Kabound et de son secrétaire général actuel. Il y a des régions où l'UDPS, Félix Tshisekedi, n'avait pas été élu. Mais ils n'ont rien fait pour aller ratisser, pour aller implanter. Qu'est-ce qu'ils ont implanté? C'est décision finale, c'est que des associations, des ONG. Mais le parti ne s'est pas développé, le parti ne s'est pas déployé. Ça, c'est une faiblesse. Et au sein du parti, les gens attendaient voir le changement, qu'ils atteignent un certain standing de vie. Qu'est-ce qu'on a vu? Les miquilistes et les gens qui nous montrent un niveau de vie impossible. Mais mettez-vous à la place du militant Mondimi. Ça, je suis d'accord. Le militant Mondimi, selon tel que décrit par Denis. Ça c'est dit à si Kabound vient, moi je veux qu'on change ça. Il ne viendra pas. Il viendra. Il n'hésitera pas deux fois. Ça, ce sont les erreurs de penser que Wanaba Batunabiso Bazala raté. L'impère, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Les PCT au Congo-Brazza, les MPLA en Angola. Même le PPRD, c'est vide maintenant. Le PPRD, qui était le parti, aucune parcelle sans PPRD. Je me rappelle encore de ces slogans. Maintenant, c'est toute une avenue sans PPRD. C'est-à-dire qu'on ne se leurre pas, qu'on ne dorme pas sur ces lauriers en se disant, parce que ce sont les gens qu'on passe souvent faibles, qui sont capables de miracles. Alors, dernière question, est-ce que vous voyez Katumbi du côté de Kabound, ou Kabound du côté de Katumbi, ou Kabound faire front avec Fayoulou, ou les autres forces acquises au changement anti-Félix? Serge, nous avons vu Tshisekedi et Kabila ensemble. Personne ne pouvait penser à ces binômes. Donc, quand je pense à ces ralliements, je dis que tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a que les intérêts qui peuvent mettre les gens ensemble. Si leurs intérêts peuvent se converger, ils se parleront. On a vu Martin Fayoulou à Kingakati en train de danser en blanc. Donc, non. Il faut rectifier. J'ai vu ces images-là. C'était lors de l'anniversaire du sénateur Didier Moumengi. C'était pas à Kingakati, malheureusement. Bon, malheureusement, autant pour moi, je corrige, mais le problème est qu'au nom de nos intérêts, les gens... Félix Tshisekedi et Kabila se sont parlé, et puis voilà. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir choisi ce matin pour vous informer. L'information, c'est justement au travers de ces analyses, les mises au point, les commentaires. C'est vrai, le plus important pour vous, c'est pas de penser que tout ce que nous disons, c'est la parole d'évangile. Mais ici, nous sommes en train de tenter de donner des pistes de solutions. Nous sommes en train de nous projeter dans l'avenir par rapport même à l'avenir de notre pays, par rapport même à l'existence de la République comme État-nation. Justement, l'existence du Congo, on ne peut pas en parler, ça parlait de la partie est du pays. Serge Kabongo Nseka, le principe c'est que vous terminez les deuxièmes, vous terminez les premiers, vous ouvrez les deuxièmes, et Dieu doit pouvoir conclure l'émission. On peut parler de la fin de la mission diplomatique à Kampala du ministre d'État Alexis Guizaro, qui a fait le rapport au président de la République le week-end. Il a fait rapport au président de la République, et selon les indiscrétions, parce que la primeur a été réservée au chef, comme d'habitude. Ce qu'il a dit à la télé, ce n'est pas nécessairement ce qu'il a dit au chef. Donc, que l'Ouganda demanderait à la République démocratique du Congo de négocier encore une fois avec la M23. Mais ça n'étonnerait personne, cette affirmation, si on veut la prendre au sérieux, parce que c'est par Bunagana que M23 est entré avec ses armes, avec tous ses équipements. C'est-à-dire que l'Ouganda est des mèches avec la M23. Que l'Ouganda nous renvoie dos à dos avec le M23, voudrait dire que l'Ouganda a des intérêts qui sont défendus par les M23. C'est-à-dire au-delà de ce que nous voyons là, parce que c'est pratiquement le 9e meeting qu'on est en train d'organiser autour de la paix à l'Est, c'est quoi? C'est un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, l'histoire à Kaokoko Korobo, Babouki Ligal, Mokwa Meli Mouninga, Sobakutani Baoswana, mais Baolobate exactement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que les gens se sont dit en dehors des caméras? Moi, j'ai comme l'impression, il y a des choses que et le Congo, et l'Ouganda, et le Rwanda se sont dites en privé, et qu'à un certain moment, ces choses-là ont cessé de fonctionner, et on est en train de nous balader à gauche et à droite sans aller au fond du problème.
La solution, moi je pense, et Tshisekedi, et Museveni, et Kagame, qui se mettent à trois, qui s'enferment dans une maison, comme on fait lors des conclaves, quand on doit élire le pape, ils ne sortiront pas des dates tant qu'ils ne trouveront pas de solution. Mais le problème, parce que le nerf de la guerre, et on peut l'imaginer, c'est les minerais, la richesse du Congo. Oui. Mais souvenez-vous, quand Sarkozy était président, il était venu dans une rencontre ici, c'était au Congo-Brazza, où il a dit carrément que la richesse du Congo devait profiter aussi aux pays voisins. Aux pays de la région. La France est redevable au Rwanda après ce qui s'est passé là, les génocides de Tutsis et tout le... Alors, il voudrait se faire la bonne conscience de se mettre toujours du côté du Rwanda. Mais si le Rwanda, si l'Ouganda voudrait participer un peu à cette richesse du Congo, mais qui vient parce que nous avons des accords bilatéraux, mais nous sommes aussi dans des organisations sous-régionales. Quelle est cette solution? Quelle est cette solution aujourd'hui? Parce que l'Ouganda est avec Kinshasa dans cette histoire de Nairobi. Quelle est cette solution que l'Ouganda, sur une demande express de Kagame et de Yoweri, demande à Kinshasa de dépêcher une délégation? Cette solution que l'Ouganda ne sait pas amener au sein de la communauté des États de l'Est et qu'il veut aujourd'hui amener en bipartite. Mais moi je crois sincèrement qu'il y a un dialogue qui se passe en sourdine, c'est-à-dire on nous fait voir des rencontres et les autorités peuvent sortir, faire des déclarations, mais quelque chose devrait être en train de se tramer. Je l'ai dit avec toutes les réserves possibles parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ça ne devait pas se faire de cette façon-là. C'est trop simpliste. On envoie un ministre d'État qui va parler avec un chef de l'État, il sort discuter avec un ministre des infrastructures en plus. Discuter avec M23. Mais on a été à Nairobi faire quoi? Le mouvement rebelle était avec le gouvernement congolais à Nairobi il y a peu pour discuter, pour voir comment mettre fin. Et puis, on ne peut pas croire en la bonne volonté de l'Ouganda ni du Rwanda quand on voit les degrés d'équipement que détient le M23. On s'est dit, on se moque certainement de quelqu'un. On est en train de se moquer de quelqu'un. Allez, Janet Kaneda, on commence à nous faire marcher comme des petits garçons, comme... je ne sais pas moi, des petits filous. Allez, vous venez d'abord à Luanda, ça ne marchait pas, vous allez à Nairobi, Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, on a parlé des conclaves, et c'est Yoweri encore qui demande à Kinshasa de dépêcher une délégation, parce que, semble-t-il, bon, maintenant, cette solution-là de Kaguta est venue après le sommet, qui ne s'est pas amené ça au sommet, maintenant il a trouvé la solution. Bon, merci Serge. D'abord, le gouvernement congolais qui a dépêché un haut responsable du gouvernement, un ministre d'État, parce qu'il faut considérer la logique de Félix Tshisekedi aujourd'hui, le président de la République. Sa logique, c'est que nous avons des ennemis qui ne sont pas sincères et qui ne nous disent pas ce qu'ils veulent, malheureusement. Ils ne disent pas clairement ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que, pendant que nous sommes en train de préparer notre armée, de réformer notre armée, de chercher à équiper notre armée, est-ce que pendant ce temps, il faut croiser les bras? Parce que les réformes dans le secteur de défense et sécurité, ça prend le temps, 5-10 ans. Mais est-ce que nous allons attendre 5-10 ans pour réagir à des invasions comme celles que nous avons vécues? Il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est quoi? C'est parler. N'oublions pas que le président, c'est un sociodémocrate. Eux, c'est le dialogue. Il dépêche quelqu'un pour écouter le président ougandais avec un message clair. Nous avons un problème sérieux sécuritaire chez nous, mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème sans vous, parce que vous êtes un acteur majeur dans la sous-région. Nous avons besoin de vous pour résoudre définitivement ce problème sécuritaire. Est-ce que Kampala est-elle une capitale partie au problème ou partie à la solution? Mais ça peut être les deux à la fois. Parce que, parti au problème, parce que nous savons que le M23 est entré à Bunagana par l'Ouganda, par la frontière ougandaise. Et c'est ce qui a conduit le Rwanda à dire non, nous ne sommes pas seuls, oui. Il faut aussi voir l'Ouganda. Alors, si on vous dit qu'on vous désigne l'Ouganda comme étant aussi le problème, ne faut-il pas se mettre à dos tous les deux voisins, c'est ça? Hein? Non, il faut chercher à parler et connaître d'abord qu'est-ce que vous voulez. Parce que nous, on veut la paix. Nous vous avons ouvert l'économie. Nous avons dit, venez, construisons des routes.
venez, mettez vos entreprises, vos industries le jour. Payez à la RDC ce qu'il faut pour elle et prenez ce qu'il vous faut contractuellement. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Donc ce discours-là, il était important parce que vous ne pouvez pas mûrir une stratégie efficace si vous n'avez pas écouté l'adversaire. En attendant, Bunagana est toujours sous contrôle. Bunagana est sous contrôle du M23, mais même si ce n'est pas intégralement, entièrement, mais Bunagana est sous contrôle du M23. C'est inacceptable. Mais aujourd'hui, je crois que cette piste diplomatique, c'est la seule force que nous pouvons détenir aujourd'hui. Attendez, est-ce qu'on ne nous tourne pas en bourrique? Quelle est cette solution qui vient d'arriver à Museveni, qu'il n'avait pas quand il était... Quand il a laissé le M23 entrer à Bunagana. Cher Serge, il y a une évolution. Parce que, souvenez-vous que lors de la première rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame, Museveni n'était pas là. Non. Il n'était pas là. Donc, après cette rencontre-là, avant le début de la commission mixte, moi je pense qu'il était important parce qu'il y a eu plusieurs déclarations dans les médias entre la partie congolaise et la partie rwandaise et même aussi ougandaise. Donc aujourd'hui que le gouvernement ait décidé d'aller écouter Museveni, je crois que c'était important avant la commission mixte parce que la commission mixte maintenant c'est une autre piste qui s'ouvre à Félix Tshisekedi pour arriver à trouver la solution au problème. On apprend que les négociations sont suffisamment avancées à Luanda depuis la semaine passée. Hein. Maintenant, malheureusement, qu'il y a un problème de contenu qu'on donne au concept de cessation des hostilités. Pour le Rwanda, on dit que non, concept cessation, c'est-à-dire on garde les mêmes positions, Bunagana sous contrôle, et en même temps, il faut engager le gouvernement en négociation avec les M23. Pour le gouvernement, c'est un désarmement et aller justement dans la réinsertion, pas question de reconnaissance des grades ni quoi. Les travaux se poursuivent et se poursuivront à Kigali, tout comme au niveau de Kinshasa. Et pour terminer, et maintenant, nous discutons, non pas avec les M23. C'est-à-dire, nous avons une discussion directe à Luanda avec la délégation rwandaise. Et maintenant, nous envoyons aussi une délégation sur demande de l'Ouganda pour discuter. Donc, finalement, nous discutons avec les mentors. Qui reconnaissent maintenant que ce sont les vrais tireurs de c'est-à-dire que... à un certain moment, moi je trouve ça comme si on était en train de manquer du respect à la République démocratique du Congo. Les majeurs, ce qu'on appelle la discussion de haut niveau, ça se passe entre les présidents et les officiels. Et il y a quelqu'un qui te renvoie, non, allez-y parler avec les ouvriers, allez-y d'abord discuter avec les ouvriers avant que nous continuions. C'est-à-dire, il ne faut pas être allé à l'université. Museveni n'a pas donné cette solution à ses pères chefs d'État à Nairobi. Pourquoi? Mais Museveni a laissé entrer les rebelles en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Il nous manque une chose, Serge. La force. Ah oui, ça c'est vrai. C'est ça ce qui nous manque. Parce que la négociation sans un appareil, je dirais, militaire, c'est comme jouer la musique sans instrument. Sans instrument, c'est-à-dire on ne nous respecte, on ne sera jamais respectable. La République démocratique du Congo a réussi à défaire les M23. La République, avec le Bouzamabé de heureuse mémoire et tous les autres, ont fait des prouesses seulement avec cette armée-là, avec les moyens dont nous disposons ici. Nous pouvons, moi je ne suis pas partisan de cette impuissantisation du Congo qui disent, des gens qui voudraient dire qu'on a la force, seulement que c'est dispersé, seulement qu'il y a trop de trahisons là-dedans. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, avec ce que nous avons déjà, parce que quantitativement, que représente l'armée rwandaise? Je ne veux pas minimiser qui que ce soit, même l'Ouganda. Bien qu'équipés, formés par les Anglais et les Américains, mais nous avons aussi des gens qui ont été dans de grandes écoles des militaires, qui ont été formés, qui peuvent faire leurs preuves. Donc, à un certain moment, il y a des choses à retenir. Okay. Nous devons nous donner le moyen, en plus de la diplomatie, d'être persuasifs comme État. De deux, nous devons arrêter de faire l'amalgame. Parce que Kagame voudrait nous amener dans une logique, pardon, rapidement, pour dire qu'on s'en prend au Rwandais. On s'en prend au pouvoir de Kigali. On ne s'en prend pas au peuple rwandais qui est un peuple comme tous les autres et qui n'a même pas donné mandat à son président pour venir investir les Congos. Kagame, ça c'est au niveau du Luanda. Museveni, c'est chez lui. Pour terminer, apparemment Museveni contrôle tous les groupes rebelles des différents pays. Hein, parce que pour renverser
les pouvoirs de Kigali à l'époque, Kagame a commencé par l'Ouganda. Vous avez encore une bonne partie des Congolais qui sont en Ouganda, que Kagame peut aujourd'hui, et Yoweri peut aujourd'hui armer contre les Congo. Il n'y a que les Congo qui ne sait pas armer les rebelles ougandais pour s'attaquer au pouvoir de l'Ouganda. Il n'y a que les Congo qui ne sait pas armer les rebelles rwandais pour s'attaquer au pouvoir au Rwanda. Non mais Serge Kabongo. Parce que tous ces pays-là arment les enfants du Congo contre le Congo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'activer, si on vous nous demande pour terminer, que nous puissions reconnaître que ces gens-là du M23 reviennent dans notre armée? Il n'y a pas moyen d'activer la machine judiciaire. Comme Kabila avait lancé les mandats d'arrêt contre eux, et Félix est venu, il a gelé ces mandats d'arrêt. Ils ont pris les armes contre la mère patrie. Qu'ils soient jugés, revenez comme des Congolais, mais votre place c'est devant le cours. Serge Kabongo, je suis bien d'accord. Ton nom est difficile à mettre à un point quand il parle, mais nous devons retenir une chose. C'est que moi, je comprends bien la diplomatie de Félix Tshisekedi, qui même sans force arrive à obtenir les résultats. Parce que qui pouvait imaginer un seul instant que Félix Tshisekedi, sans la police, sans l'armée, sans tout ce qu'il y avait ici entre les mains du FCC, pouvait arriver à changer la donne. Il est arrivé, seulement avec l'intelligence. Je crois que si nous usons un peu d'intelligence, parce que je voudrais dire nos frères africains qui sont du côté Est, ils travaillent sur l'intelligence. Ils ne font rien au hasard. Merci, mais je crois que de l'autre côté, s'il te plaît, de l'autre côté, nous ne pouvons pas agir à la va-vite. Comment est-ce que votre mot, Serge, peut dire oui, nous sommes forts, moi je ne suis pas d'accord avec cette diplomatie de négociation. Oui, nous ne disons pas que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles. Moi, je m'appuie sur les mots qu'il a employés. Nous sommes forts, mais nous sommes trahis. Oui, justement, il faut travailler sur les mais là. Il faut arriver à enlever le mais là. Nous sommes forts, mais. Alors, puisque vous êtes forts, mais il y a un mais quelque part. Il faut travailler justement là-dessus. Et c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Parce que quand vous avez des militaires, quel que soit le nombre que vous avez, mais vous avez la trahison à l'intérieur. Vous avez une responsabilité. Comment vous allez résoudre le problème? Vous n'allez pas arriver à résoudre le problème. Parce que vous faites des stratégies vite. C'est de jouer parce qu'il y a des traîtres au milieu de vous. Alors, qu'est-ce qui vous reste? C'est la diplomatie. Mais est-ce qu'on croise les bras? Non, on ne croise pas les bras. On envoie les militaires en formation en Israël, on envoie les militaires en formation en Chine, on les envoie dans des pays africains ici, et on crée une école de guerre. C'est ce qui a été fait il y a déjà une deuxième promotion. C'est ce qui donne la force à notre armée. Ainsi, demain, nous ne serons plus nous plaindre parce que nous aurons préparé notre armée. Et en ce moment-là, même notre diplomatie plutôt sera appuyée. Mais malheureusement, la communauté internationale ne nous accompagne pas. Vous l'avez dit. Nous parlons aujourd'hui, nous dialoguons aujourd'hui avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais la communauté internationale reste silencieuse. Absolument. Et alors que maintenant, il devait se dire comment est-ce que Félix là, on avait le M23, mais pourquoi c'est le Rwanda et l'Ouganda qui parlent maintenant à leur place? C'est maintenant que la MONUSCO devait parler. 22 000 hommes sur cette terre congolaise, mais ils n'arrivent pas à intervenir. Mais au moins, nous avons besoin de la MONUSCO. J'étais le premier à faire des remontrances à mon prédécesseur pour avoir débordé. Je n'aimerais pas que je puisse tomber dans cette erreur. Merci à vous, sœur Serge Omo, cher confrère. J'espère que c'est votre grand retour sur ce plateau de kiosque. Désormais, chaque mardi, c'est à vous le plateau. Merci à Jenny Kalinda. Lundi ou mardi? Vous, c'est le lundi. C'est généralement. Et prochainement, il va commencer à venir les mardis. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous, chers auditeurs de kiosque. Vous suivez cette émission à la radio, en direct, mais aussi la rediff, c'est à 18h. Merci à la réalisation Doudou Montiri, caméra des Karine et des... D'Adikoussa, voilà. Taux d'absentéisme. Je commence même à oublier les noms. On se retrouve demain, 9h30, avec le même plaisir. Au revoir.